On va accueillir maintenant Céline Frigo-Manning, qui est professeure d'université en études italiennes à l'université Lyon 3, qui s'intéresse particulièrement aux relations entre les arts, la musique, le théâtre, l'opéra et les sciences, la politique. Elle a publié en 2021 Ce que la musique fait à l'hypnose, une relation spectaculaire au XIXe siècle, aux presses du réel. Et elle va nous parler de l'extase à la transe, musique et danse sous influence au XIXe siècle. Merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque parce que j'apprends énormément depuis le début de la matinée et il me tarde d'écouter tout ce qui va suivre. Alors, je vais vous proposer un voyage dans des temps plus reculés et commencer par rappeler qu'au début du XIXe siècle, le mot trans n'est pas encore employé tel que nous en discutons aujourd'hui. Hop. Il va prendre peu à peu une signification... Ah non, j'ai pas d'écran là. Que se passe-t-il? Ah, ça y est. Il va prendre peu à peu une signification proche de celle que nous lui connaissons en entrant pleinement dans la culture de l'hypnotisme. Celle-ci traverse alors toutes les classes sociales, c'est une culture spectaculaire avec ses pratiques et ses acteurs, une culture riche d'expériences scientifiques mais aussi artistiques. Pourquoi je vois pas? Et c'est dans ce cadre que le mot trans apparaît avec un C, oui, au sein d'une constellation d'autres termes où l'extase va occuper une bonne place. En particulier quand il s'agit des phénomènes en jeu dans la musique et dans la transe. Je vous propose donc de croiser les discours médicaux et les témoignages d'observateurs pour nous pencher sur la manière dont le XIXe siècle réinvente la transe, ainsi que ses relations avec l'extase ou l'hypnose entre fascination et quête de rationalisation. Je commencerai dans un premier temps par me pencher sur les mots mêmes et leurs usages, avant de me focaliser sur deux cas de transe chers au XIXe siècle que j'analyse plus longuement dans mon livre, Ce que la musique fait à l'hypnose, la transe des Aïssawa du Maghreb et celle des Tarentulés du sud de l'Italie. Le mot transe existe depuis des siècles dans la langue française, mais sa définition ne paraît guère évoluer entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Trans vient du verbe transir. Il est lié au froid ou à la peur. Je suis transi de froid. Le mot figure dans la première édition du dictionnaire de l'Académie française de 1694. Grande appréhension d'un mal qu'on croit prochain, il est toujours en transe, il est dans de grandes transes, dans des transes mortelles. Son plus grand usage est au pluriel. Cette définition va traverser les éditions 1718, 40, 62, 98, 1835, 1878 et il faut attendre 1935 pour que cette même définition s'enrichisse en termes de spiritisme, état de transe ou simplement transe, état particulier d'hypnose et d'angoisse où les médiums prétendent se trouver au moment où l'esprit se manifesterait en eux, entrer en transe, notez le rationalisant conditionnel, entrerait et le verbe prétendre qui a posé sur le récit. On le sait, les usages tardent parfois à rejoindre les dictionnaires, particulièrement ceux de l'Académie française peut-être, mais le mot trans est attesté en français au moins un demi-siècle avant 1935. Et c'est de fait plutôt avec un C d'abord qu'avec un S que trans circule en France. Il vient de l'anglais trance, utilisé dès les années 1840, à commencer par James Braid, le chirurgien écossais qui forge la notion d'hypnotisme. En 1843, Braid identifie dans des phénomènes jusque-là rattachés au magnétisme, au mesmérisme ou au somnambulisme un seul et même état qu'il qualifie d'hypnotisme. Le terme d'hypnotisme se fonde sur une analogie, la racine grecque hypnos, on le sait, souligne une parenté avec le sommeil. Et de fait, Braid se fonde sur la notion de sommeil nerveux pour renouveler celle de sommeil magnétique qui avait été étudiée par le marquis de Puységur. Alors, à quoi tient la nouveauté de l'approche de Braid? Pour lui, l'hypnotisme ne dépend pas d'un fluide qui passerait du corps de l'opérateur dans celui du sujet. L'individu hypnotisé est lui-même à l'origine du phénomène. L'attention extrême qu'il porte à un point visuel ou auditif entraîne un décrochage de l'état de vigilance et le basculement vers l'état hypnotique. L'hypnotisme tient donc au système nerveux du sujet. Braid le définit comme un état particulier du système nerveux amené par la concentration fixe et abstraite de l'œil mental et visuel.
Si l'hypnotisme reste un recours controversé, l'anesthésie va être perçue comme son intérêt premier. Elle n'est pas seulement perçue comme une fin en soi qui va permettre de suspendre le mal, mais comme le préalable à d'autres expériences. Or, Braid, dans ses observations Observations on Trance, publiées en 1850, donne une définition plus précise du terme de trance qu'il rapproche de la catalepsie. C'est pour lui un état plus ou moins profond, more or less profound, dans lequel toutes les fonctions vitales sont réduites au minimum de ce qui est compatible avec une existence continue. Proche donc de celui de l'hibernation animale qui donne le titre de l'ouvrage. Donc on n'est pas si loin finalement du froid qui transit. Or, Braid fonde ses réflexions sur des observations de seconde main au sujet de fakirs hindous qui ont été fournis par des médecins anglais actifs alors en Inde. Dans le contexte des idéologies colonialistes du temps, il n'est pas très étonnant que le terme soit appliqué à des hommes de contrées lointaines, sous la domination coloniale, là où quelques années plus tôt, il était utilisé pour décrire des états hypnotiques produits sur des animaux. Donc j'en viens effectivement à ces usages qui définissent des termes, enfin qui s'appliquent à des états observés chez les animaux, et c'est bien sous cet usage qu'Hippolyte Bernheim, qu'on connaît pour être le fondateur de l'école de Nancy, rival de la Salpêtrière, emprunte le terme aux anglophones dans son ouvrage de 1884, de la suggestion dans l'état hypnotique. Vous voyez ici où il rappelle les expériences qui avaient eu lieu sur les animaux du jardin zoologique de Londres, mais qui elles-mêmes rappellent des expériences qui avaient eu lieu dans les années de la Révolution française sur les animaux du jardin des plantes à Paris. Donc, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que Braid en profite pour rappeler les différentes méthodes par lesquelles on peut induire cette transe sur les animaux: peur, passe magnétique, fixation avec les yeux, lumière vive et musique, last but not least, puisque la musique est de fait régulièrement présentée tout au long du XIXe siècle comme l'une des meilleures manières de susciter l'hypnose, particulièrement dans sa forme la plus spectaculaire, l'extase. Alors aujourd'hui, je ne vais pas évoquer ces situations, mais bien sûr, dans les échanges informels ou plus formels à la fin de l'intervention, je peux y revenir. Donc ça va de ces situations qui courent tout au long du XIXe siècle dans des salons, pour la plupart, vous voyez le pianiste sur la gauche, jusqu'aux situations plus sophistiquées, avec ces deux primadonnas de la scène hypnotique du temps, qui étaient Lina de Ferkel et Magdeleine G. Donc l'extase, ce qui est intéressant, c'est que le terme même va se médicaliser, et Sainte Thérèse d'Avila est un des exemples fétiches des médecins de l'époque pour décrire l'extase et les phénomènes de perturbation physiologique et psychologique auxquels cela donne. Mais en se médicalisant, elle va s'arracher à un contenu purement mystique. C'est le cas chez Alexandre Bernard, par exemple, qui lui l'appréhende non plus comme une maladie, mais comme un état hypnotique. Donc c'est là qu'on voit que l'hypnose a un rôle fondamental. Donc ça ne veut pas dire que c'est à côté du religieux ou du spirituel ou du mystique, mais c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un contenu mystique pour arriver à l'extase. Et c'est ce qui est intéressant dans ces expériences, parce que finalement, les observateurs ne s'intéressent guère aux visions que peuvent avoir les femmes, au contenu mystique de leurs extases, au contenu tout court de leurs extases, mais bien plutôt à ce que ça donne visuellement à voir, aux séquences gestuelles et à ce qu'elles produisent sur leurs spectateurs. Donc, associé à la transe, l'extase permet aussi, bien sûr, d'appréhender des pratiques jugées caractéristiques de contrées ou de temps reculés. L'exemple que Bernheim mobilise quelques pages plus loin est très significatif. Le son prolongé et monotone de tambourins frappés avec la même cadence dans l'obscurité de la nuit produit l'hypnotisme extatique chez les Arabes de la secte d'Aïssawa. Elliot, je veux bien que tu lances le premier audio, s'il te plaît. Là,
Merci beaucoup. Alors, ça dure vraiment des heures et des heures, voire des jours, donc je ne vous propose pas cette expérience ensemble. Mais pour Bernheim, il s'agit là d'hypnose. Au son du tambour arabe et des castagnettes de fer, il s'entraîne par des mouvements cadencés de la tête et du tronc, par des sons gutturaux modulés sur le rythme musical. Alors, ils deviennent insensibles, avalent du verre pilé, se transpercent la joue avec des armes aiguës, marchent sur des barres rougies au feu. Donc je vous parle maintenant, c'est mon deuxième temps, de ce cas des Aïssawa qui va connaître tout au long du XIXe siècle une très grande fortune narrative et où l'imaginaire de l'hypnose joue un rôle crucial. Les membres de cette confrérie fondée au XVe siècle au Maroc sont présents au XIXe siècle dans tout le Maghreb. Au son d'une musique rituelle, donc on l'a vu, ils avalent du verre, des scorpions, des cactus, marchent sur des métaux brûlants, se transpercent de l'âme, les joues ou le torse. Ces pratiques choquent les Européens qui voyagent ou s'installent dans le Maghreb colonial, ainsi que les spectateurs des expositions universelles de Paris de 1867 et 1889. Elles mettent en demeure la science du temps. Que se passe-t-il vraiment ? Quelle est la part de vérité et la part de simulation ? Comment expliquer l'insensibilité de ces hommes au poison, au fer ou au feu ? Et bien sûr, l'explication de simulation ne tient pas puisque certains de ces rituels de l'époque, tels qu'ils sont décrits, peuvent conduire à la mort des participants immédiate ou quelques heures plus tard. Donc là, c'est vraiment très, très difficile de se représenter l'utilisation même de la douleur ou l'utilisation même du corps pour induire des états, puisque l'idée même de l'hypnose, de l'extase, ce serait plutôt d'avoir des usages thérapeutiques. Donc là, il y a un impensé pour les observateurs. Mais dans ces questionnements, justement, l'hypothèse de l'hypnose va occuper des statuts divers. Pour Bernheim, c'est par la transe et par une hypnose extatique et anesthésique, c'est le terme qu'il emploie, que les Aïssawa vont parvenir à leur fin. Ils ne sentent pas la douleur qu'ils s'infligent. Présentée comme une explication tantôt principale, tantôt secondaire au profit d'autres causes, cette hypothèse peut aussi être réfutée. Dans tous les cas, ces pratiques vont être l'occasion de débats très complexes sur les états modifiés. L'étude des effets de la musique, des odeurs, de la privation d'air, de la privation d'eau va s'inscrire dans ce cadre. Tous participent de la trame d'un univers sensoriel complexe, actif dès le temps de préparation qui précède la cérémonie. Ici, la musique est cruciale et elle s'allie à la privation d'air et d'eau pour provoquer, prolonger des formes d'inconscience. Alors, je vous montre ici quelques illustrations de l'époque qui sont bien sûr filtrées par des codes de représentation qui sont pour certains qui vont jusqu'à l'animalisation, qui sont pour beaucoup aussi, alors c'est plutôt le cas de celle-ci, assez dégradantes, mais qui vraiment sont très très présentes dans la presse et dans les textes aussi d'observateurs. Donc je vais vous donner simplement un exemple avec Auguste Varnier, qui est un médecin militaire qui va occuper des charges importantes dans l'empire colonial de l'époque. Auguste Varnier rend compte dans un texte de la présence des Aïssawa pendant les expositions universelles, et voilà ce qu'il dit en se référant à des expériences auxquelles il a assisté lui-même en Algérie. Pendant des heures entières, dans une salle étroite et sans air, les frères, après avoir invoqué l'esprit de Sidi Haïssa, se rangent en deux catégories. Sidi Haïssa, le fondateur de la confrérie. Ceux qui doivent entraîner et ceux qui doivent être entraînés. Bientôt, on ne respire plus, toutes les poitrines sont haletantes, la soif dévore les assistants. Le moment approche où l'homme va devenir une machine inconsciente, obéissant à l'ordre du tambour et de la voix. Déjà, quelques-uns des entraînés ralentissent leurs mouvements. Les entraîneurs précipitent la mesure de la musique infernale, d'autres s'affaissent à bout de force, les yeux hors de la tête. Enfin, les uns tombent, on les relève, les autres tiennent encore sur leurs jambes, mais ils sont dans l'impossibilité de faire un mouvement volontaire. Alors les tambours et les cymbales redoublent leur tintamarre infernal et les voix des entraîneurs s'en mêlent. Oui, ce sont des Aïssawa, oui, ce sont bien des Aïssawa, de vrais, de très vrais Aïssawa. Alors, on le voit, la description du médecin accumule les références au dérèglement, haletante, yeux hors de la tête, tintamarre infernal, crier à tue-tête. Le modèle qui sous-tend cette description, c'est celui de l'emprise, d'une division en deux catégories, ceux qui doivent entraîner et ceux qui doivent être entraînés. C'est une division qu'on retrouve d'ailleurs dans le très beau livre de Gilbert Rouget, La musique ou la transe, entre les musiqués et les musicants. Cette opération réduit l'homme ici à des mouvements involontaires et donne lieu à cette image saisissante
Ivres de soif, de mouvement, de son, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne sentent rien. Ceux-là seuls qui ont monté à l'assaut ou ont chargé à la baïonnette, entraînés par le bruit de centaines de tambours battant le pas de charge, comprendront l'effet que 2 heures de cymbales en fer et de tambours, unies aux hurlements des uns et des autres, peuvent produire sur le cerveau de malheureux. Cette image militaire est particulièrement significative puisqu'elle s'adresse à un lecteur qui sait de quoi il est question et qui a peut-être lui-même vécu l'expérience de la guerre. Mais c'est aussi une image qui est très présente, la sphère militaire est très présente à l'époque, hein, on pensait aux fanfares qui traversent les rues, aux garnisons militaires qui occupent l'espace public. Et ici, elle implique un rapport disciplinaire au corps et tout un ensemble de questions qui sont centrales pour l'hypnose. Soumission de la conscience du sujet, absorption du corps moral et physique dans le corps collectif, mais aussi transmission par une musique d'emblée reconnaissable pour ses tropes, pour ses effets, comme l'est la musique militaire, d'effets excitants sur le système nerveux. Ce qu'ajoute Varnier à cet état, c'est la description de l'action de la danse tournoyante qui accompagne cette musique. L'état conscient est comme supprimé, comme pendant l'hypnose, il est incapable de réagir, épuisé, annihilé, l'être inconscient reste seul, pouvant subir les diverses impressions. Là, on entend tout un monde où, bien sûr, le mot inconscient circule avec des acceptions diverses pendant des décennies et des décennies avant les usages qu'en fera Freud. La danse même s'apparente-t-elle à l'effet de l'état modifié plutôt qu'à sa cause ? Il n'est pas possible, dans les récits de spectacle Aisawa, d'établir un tel partage. Danse et musique sont intrinsèquement liées, sans que la seconde soit posée comme cause de la première. Et la notion même d'ivresse fréquente renvoie moins à des causalités binaires qu'à un espace, un écosystème en quelque sorte d'intoxication où plusieurs influences vont se mêler pour prendre le contrôle de la conscience. Ce qui m'intéresse ici, c'est que les observateurs des Aisawa, vous voyez que sur cette image, ce sont les observateurs qui comptent, hein, presque plus que les frères de la confrérie. Ces observateurs touchent à leurs propres limites en déployant leurs outils d'investigation. D'une part, la transe s'apparente à un risque dont ils ne sont pas indemnes. On est déjà fou et à moitié enragé, rien que d'assister immobile à un pareil spectacle, écrit Varnier. D'autre part, en cherchant à réfuter ou à avérer la réalité de ces phénomènes, ils projettent un monde qu'ils veulent objectif, régi par des lois qu'ils entendent maîtriser, mais qui semblent échapper à leurs instruments critiques. J'en viens à mon troisième et dernier point, qui me permet d'aborder un autre cas qui lui aussi sert régulièrement d'exemple pour interroger les frontières de la science, celui du tarantisme. Le tarantisme est un mal, aussi bien qu'une thérapie. Il est observé dans le sud de l'Italie, mais aussi en Espagne, depuis le XVe siècle au moins. Au XIXe siècle, les approches vont se renouveler, puisqu'il va se trouver inscrit dans une étiologie spécifique étroitement liée à l'hypnose et à la transe. Alors, une des premières questions qu'on se pose dans la communauté européenne érudite, hein, pas seulement médicale, c'est « y a-t-il bien, oui ou non, morsure d'une araignée, hein, la lycose de Tarente ?» Et si oui, cette araignée est-elle entièrement, partiellement ou pas du tout responsable des symptômes constatés? Ces symptômes, ce sont la léthargie, la mélancolie, des douleurs assez pluridirectionnelles. Le simple fait de croire que cette araignée puisse avoir cet effet, peut-il provoquer les effets? Autrement dit, si aucune morsure n'est constatée, la croyance qu'il y a eu morsure peut-elle induire le même état ou du moins y contribuer? Fameux effet placebo qui peut avoir d'autres noms, bien sûr. Alors, on va s'intéresser à un récit rapporté par un folkloriste, cette fois-ci de Salento, Giuseppe Gili, qui explicite que la cause du mal ressort d'une autoconviction. Puisque la femme en ressent la sensation au début de sa sieste, comme si l'état entre veille et sommeil favorisait la morsure ou du moins la sensation de morsure, et ensuite elle va raconter ce qui va se passer. Durante i 2 o 3 giorni in cui si fecero i preparativi per il ballo, non potetti toccar cibo. La notte che precedette il ballo fui costretta a stare in piedi, camminando continuamente per la casa. Mi sentivo mancare il respiro, come se una mano di ferro mi stringesse il seno e il cuore. All'alba mi sentii un poco meglio, mi sdraiai sul letto. Dopo mezz'ora però un improvviso sussulto mi fece saltare in terra e da quel momento non ebbi più un istante di requie. Si mandarono subito a chiamare i suonatori. Cominciai a ballare. Chi può dire quel che soffersi? Dopo 3 giorni di continuo ballo, stessi bene.
Évidemment, au XIXe siècle, on a très rarement des récits par les personnes elles-mêmes, donc il me plaisait de vous lire celui-ci, même s'il a été transcrit, puisque cette personne s'exprime en dialecte, et que le folkloriste a filtré en adaptant tout ça au code de l'italien très standard. Elliot, si tu veux bien mettre le deuxième extrait très bref. Des paroles qui sont intéressantes puisque là je les ai transcrites en sicilien, traduites en italien. En gros, c'est le pied lui-même qui se met à bouger, c'est le pied qui déclenche le mouvement dans un effet d'automatisme échappant à la volonté. Le tambour, d'ailleurs, est un des points névralgiques des débats sur la trance, même si les questions musicales, d'instrumentation, d'exécution passent au second plan dans ces récits. Ici, on le voit, l'entourage est crucial. Il préside, on voit ici, représenté sur cette image, il préside aux préparatifs, il empêche la malade de s'allonger, il identifie le moment de la crise, il intervient pour présenter aussi des mouchoirs de couleur, puisque la couleur aussi intervient, dans une guérison qui ensuite ne va être que temporaire, car le mal peut revenir chaque année à la même période. Toute rechute nécessite alors le même traitement. Le phénomène lui-même de la danse, sa nature volontaire ou non, demeure inexpliqué. Est-ce que la souffrance de la malade, quand elle dit tout à l'heure je ne peux dire ce que j'ai souffert, est-ce que cette souffrance vient de son incapacité à se mouvoir et pourtant de l'obligation à danser sous l'action irrépressible de la musique? Ou est-ce que la danse est la continuation des sursauts qui sont décrits, la transformation sous l'influence de la musique de mouvements irréguliers? Il y a tout un débat sur lequel je passe autour du fait que le tarantisme serait une sorte de chorée, maladie caractérisée par la survenue de mouvements brusques. Ce qui est intéressant, c'est la crise finale. Donc, Elliot, je veux bien le troisième et dernier extrait. La crise finale qui clôture la danse. Donc là, on a ici un chant intéressant puisque le titre c'est Antonuccio, lamento per Antonuccio. Antonuccio è malato. Antoine, petit Antoine est malade, il est malade, il est malade. Et donc tout au long du chant, c'est un homme qui chante principalement avec des passages collectifs. Et finalement, c'est le cri de la femme, enfin le chant qui se transforme en cri, qui va clôturer. Et ici, la crise finale qui clôture cette danse symbolise la mort. Elle est censée provoquer la libération des émotions par la chute et par la cri, et par le cri justement. Donc ici, le cri n'est pas négation bien sûr du chant, mais il est comme son prolongement naturel. Je vais conclure pour ne pas, malgré les interruptions, trop
vous demander de patience, pour dire qu'ainsi, ce qui est intéressant, c'est qu'un phénomène présenté comme propre à la péninsule italienne va se trouver assimilé à des phénomènes de culture dite non civilisée. Bien sûr, ce n'est pas moi qui emploie ce terme, je me replace dans le contexte de l'époque, qui relève d'un archaïsme qui échapperait au rationalisme, colonialisme. Hippolyte Bernheim va dans ce sens, de même que Charcot, en expliquant qu'avec les progrès de l'instruction, je cite, et l'émancipation des cerveaux, affranchis des superstitions séculaires, ces hystéries collectives tendront à disparaître. Donc c'est vu comme un objectif. Dans les rituels Aisawa ou le tarantisme, comme ils sont appréhendés à l'époque, la musique apparaît porteuse d'une interrogation fondamentale puisqu'elle peut être perçue comme provoquant la danse ou l'accompagnant ou l'excitant, et la transe repose sur une relation qui joue intimement sur l'entremêlement de l'authenticité et de la mise en scène plutôt qu'elle ne les oppose. On a besoin de la mise en scène et même de la simulation pour advenir à la transe. Dans le contexte spécifique du sud de l'Italie ou du Maghreb, identifié par la communauté de l'époque comme marqué par la superstition, ces phénomènes témoignent de la valeur et de la force d'action de croyances et de suggestions considérées donc comme archaïques. Elles contribuent à assimiler des populations à un statut extérieur à la rationalité européenne médicale, que ces populations soient hors d'Europe ou dans l'Europe, ce qui leur pose plus problème d'ailleurs. Les récits de transe du XIXe siècle se trouvent de ce point de vue pris dans une dialectique entre, d'une part, l'effort des narrateurs d'éclairer ou du moins de mettre en mots des phénomènes qui semblent échapper à la raison, et d'autre part, l'ébranlement de leur raison même à travers le spectacle de la transe et la tentation qu'elle représente pour certains. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Frigo-Manning. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette intervention ? Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention très riche et passionnante. En vous écoutant, je pensais à l'expo qui a lieu en ce moment au BAL qui s'appelle Massisteria de Laïa Abril, qui témoigne de phénomènes d'hystérie de masse très contemporaines. Et je me demandais, en écoutant votre propos, et étant donné la provenance des sources, comment vous faisiez avec le regard éminemment colonial de ces sources, parce que ce qui est à la fois passionnant mais qui émerge aussi de votre propos, c'est à quel point ce qu'on est en train de regarder, c'est non pas des phénomènes trans, mais le regard qui était porté à cette époque là-dessus. Et donc, et comme vous le disiez, il y a très peu de sources premières. Comment vous vous débrouillez avec cette situation-là ? Oui, je vous remercie beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est un aspect très important du travail. Et lorsqu'on regarde, c'est là que j'ai eu un petit silence tout à l'heure, je n'ai pas développé, mais justement le livre de Gilbert Rouget, qui est donc ethnomusicologue, La musique ou la trance, c'est vraiment un livre passionnant qui fait référence dans ce domaine. Il aborde aussi les Aisawa, mais le problème, enfin l'angle mort de ce livre, si je peux me permettre d'en souligner un, c'est qu'il s'appuie sur des sources qui sont très anciennes, fin 19e siècle ou début 20e siècle, et qui n'analysent pas, ils ne décryptent pas ce regard-là. Sur des sources de 1912, il est très clair qu'on est dans tout un héritage, pas que un héritage d'ailleurs, dans une réalité coloniale et qu'on ne peut pas justement les analyser comme si c'était des sources directes, comme il le fait lui-même pour d'autres cas où il a lui-même recueilli produit les observations. Donc ça, c'est un point très important. Finalement, je pense que ce qui est intéressant aussi dans tout cela, les codes de représentation, les filtres, on a beaucoup d'outils maintenant, de méthodes, donc on arrive assez bien à s'en départir. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le travail, par exemple, de Johannes Fabian, qui est un anthropologue aussi, mais un historien de l'anthropologie, il propose à travers cela, de renverser un mythe hagiographique
du colonisateur, qui est finalement, qu'on représente souvent dans ces récits, et en tant qu'historien, on peut tendre à oublier cela, que celui qui serait sous l'emprise d'États altérés, finalement, c'est le colonisé. Le colonisé qui consomme toutes sortes de choses, qui se pratique tous ses rituels, etc. Alors que le colonisateur, lui, serait le représentant suprême de la rationalité européenne. Et ce qu'il montre à travers toutes les sources, qui est très intéressant à suivre aussi, c'est que, en fait, c'est pas vrai. Déjà, très souvent, le colonisé, lui, il est sur son territoire, donc il est en connaissance de toutes sortes de ressources, de moyens, on le voit d'ailleurs dans certaines guerres de terrain. Et le colonisateur, lui, il est sous l'emprise de substances, de toute la petite pharmacie qui trimballe avec lui pour survivre dans des conditions qui sont pour lui difficiles. Il est souvent malade, il est souvent aussi dominé par des émotions très fortes, d'ambition, de colère. Donc tout ça nous permet aussi de renverser le regard. Et puis, dans la démultiplication des sources, on arrive aussi à se rendre compte qu'il peut y avoir, par moment, quand même des sources qui échappent un peu au mainstream de l'époque, par moment. Donc c'est des sortes de moments de transe aussi, où on peut voir un observateur qui, tout à coup, va confronté, et ça c'est très rare, puisque la plupart du temps on va s'intéresser au contenu mystique des apparitions mariales en France par exemple, mais pas du tout à ce que ces hommes-là ressentent. Mais dans certains textes, il peut y avoir tout à coup un intérêt et un rapprochement entre ce qui se passe ici et ce que lui ou elle peut ressentir dans sa propre religion, dans son propre rapport à la spiritualité. Et c'est toujours autour de cette... évidemment de ce qu'on a parlé ce matin aussi, de la question du grand tout, de la fusion, etc., etc. Merci beaucoup. Est-ce qu'éventuellement il y a une dernière question? Eh bien, on va pouvoir vous remercier. Merci beaucoup. Donc nous allons pouvoir bientôt clôturer cette première matinée qui a déjà été très riche. Et en fait, dans l'ordre et dans la manière dont sont enchaînées les conférences, on a déjà une première piste, un premier fil de réflexion. D'avoir enchaîné les deux conférences de Céline Frigo-Manning et d'Étienne Artru permet de voir aussi à quel point dans des cultures, des contextes très différents, on peut retrouver des choses qui sont peut-être de l'ordre d'un invariant. Antoine Bioy nous parlait tout à l'heure d'un variant et de substrat au niveau physiologique qui permettait à partir de ces substrats et de ces invariants, d'avoir des éléments différents selon les cultures, et notamment la manière dont la culture allait amener des éléments cognitifs différents, allait changer la cognition des individus. Et comment, à travers différentes cultures, on allait pouvoir retrouver cependant ce même travail de symbolisation, ce même travail d'essayer de rechercher quelque chose qui se cherche entre l'art et les arts et les questions de trans, deux voies qui ne sont pas totalement parallèles mais qui se croisent pour venir mettre au travail, tenter de symboliser quelque chose de l'ordre du spirituel, de quelque chose de plus grand, comme on peut le retrouver dans la psychologie transpersonnelle de différentes manières, avec des phénomènes descendants, ascendants, descendants dans le sens de l'éprouvé. On a parlé de moments d'éprouvé subjectifs forts qui ne sont pas toujours vécus comme étant volontaires, par exemple les expériences mystiques, on a parlé notamment des apparitions mariales, etc. Et en même temps d'un travail d'expérience ascendante où il fallait mettre au travail quelque chose à travers l'art qui peut être un phénomène long pour accéder à quelque chose qui puisse être non pas de l'irrationnel, mais d'une recherche des esprits arrationnels comme nous l'a proposé Antoine. Nous allons donc pouvoir nous laisser là pour cette première matinée et nous donner rendez-vous à 14h pour la suite des interventions.